Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouvel épisode de podcast avec Lucas Julmier, si ça se prononce bien comme ça. Parfait. Ah, c'est pas Lucas, évident, pas évident à Lu- prononcer, mais c'est ça, Lucas Julien. Julmier, c'est d'origine française ou de métro? J'en ai aucune idée, j'ai même pas Aucune cherché, idée. j'ai mis JLM sur Insta pour simplifier, tu vois? Mais C'est simple et efficace. c'est ça. Avec Lucas, JLM, avec le super t-shirt Tenix Academy, la magnifique déco derrière, vraiment street, street, street. Ouais, C'est j'ai mis tout mon petite histoire derrière, aller parler avec Eric Flag, beau calendrier, hein, je me suis amusé. franchement super, super déco. J'aimerais bien avoir un setup comme ça. C'est, si je ne dis pas de bêtises, c'est Matt Braise qui t'a recommandé sur cet épisode de podcast. Carrément. Euh, je te suivais sur les réseaux depuis que j'ai commencé le street depuis à peu près 4-5 ans. OK. C'est là, au tout début, j'ai découvert dans un premier temps Matt, et après je suis tombé sur ton profil aussi. Ça a popé dans mon, comment ça s'appelle, dans mon petit onglet là, Loop sur OK. Instagram. Et je suivais un petit peu le contenu que tu faisais. J'ai vu que tu avais du contenu un petit peu éducatif, un petit peu fun, etc. Et j'ai bien aimé l'ambiance que tu dégageais sur ton profil. Et puis ensuite, Matt t'a recommandé. Donc, c'était une suite logique de t'inviter sur Trop bien. cet épisode. Euh, Si tu montes dans un taxi, dans un Uber, et qu'on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu réponds? Question fatidique, de présentation. En Exactement. vrai, comment je me définirais? Je dirais que je suis coach dans un premier temps, ça va être mon gros pilier, coach, vidéaste, formateur en calisthénie. En vrai, c'est les trois mots que je ressors à chaque fois. Ça me décrit plutôt bien. Comment est-ce que tu as commencé ce sport? Parce que j'ai vu en remontant dans tes posts sur Instagram que tu avais fait un peu de tout, du basket, du piano. euh, j'ai toute ma liste qui est en bas, évidemment, tout est en bas. Il a tout Euh, fait. j'ai j'ai vu que tu faisais un petit peu de parcours aussi, des saltos, des trucs comme ça. Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé la calisthenics et que Hmm. ensuite tu es arrivé à Tenix Academy du coup? Ouais, ouais, il y a bah, plus de 6 ans en arrière, ça fait 6 ans que j'ai commencé. Et en fait, j'ai jamais fait de sport de ma vie. J'ai jamais été sportif, à part des trucs au collège, classico, tu vois. Mais jamais sportif. Et quand je suis rentré au lycée, il y avait une salle de muscu dans mon lycée. Et je sais pas, ça a été un déclic. En mode, ah putain, on peut être musclé grâce à ses propres efforts qui viennent de nous. Et j'ai eu gros déclic mental. Genre, j'ai vraiment du jour au lendemain passé de full League of Legends et Minecraft à full musculation au lycée. Donc j'étais en seconde, j'avais 16 ans. Et à ce moment-là, déjà déclic de vouloir plaire, vouloir avoir un physique musclé, c'est vraiment ma base, mon envie principale. Donc je me filmais à l'époque en me parlant en mode du futur, en me disant tu vas être musclé, tu vas y arriver, je le savais, tu vois. Genre, c'était une évidence que j'allais réussir à avoir mon physique. Et après un an de muscu où j'avais pas trop de résultats, tu sais, tu fais des 4 fois 10 développés couchés et il n'y a rien qui marche. Ouais, Puis tu surtout que testes un peu je suis au tout. lycée, t'es adolescent, voilà, t'as pas trop de testo. J'en ai toujours pas, mais Ça, c'est un autre sujet. c'est un autre sujet. Mais bref, du coup, les évolutions très lentes. Et 17 ans, donc un an après, j'ai un mec qui était dans la salle, du coup, au lycée, qui, lui, s'entraînait qu'au poids de corps, déjà très musclé. Et j'étais en mode, putain, comment il fait? Devant moi, il fait un L-sit, vraiment par terre. Je suis en mode, waouh, qu'est-ce qu'il vient de faire? Le L-sit, moi, je voyais ça comme le truc ultime. Donc, je découvre, il me parle un peu street workout, et je découvre bah, Eric Flag et Elio à l'époque. C'était vers 2018-2019, donc un peu les basiques. Et je voulais genre apprendre la full planche dès le début, je faisais des tuck planches, j'étais un malade. Et en fait, gros déclic, je me suis dit, bah, je vais faire ça. Vraiment, ça a été un peu comme avec la muscu, mais là, déclic, calisthénie, poids de corps, je veux avoir ces figures. C'est comme ça que j'ai commencé. Mais du coup, tu commences un peu en salle, tu découvres Eric Flag et tout, Mm. Elio. Tu avais participé au Transformation Challenge de Eric Flag à C'est ça, l'époque. de ouf, Il ouais. y en a, t'avais fait les deux ou juste un seul? Il me Euh, semble qu'il y en avait deux, je J'avais sais fait plus. celui pendant le Covid, donc c'était le deuxième, je crois, Ouais. de mémoire. Mhm. J'avais fait le deuxième, puis Covid, moi, c'était la meilleure période de ma vie. J'étais en terminale, donc pas de bac. Il faisait beau, donc c'était calisthénie tous les jours. Meilleur moment de ma vie, tu vois. Donc je faisais Oh, chouette ça. Transformation Challenge. J'étais trop heureux. Et du coup, là, tu découvres ça. Et après,
la passion du sport fait que tu arrives en STAPS ou tu as fait autre chose entre 2? Comment ça s'est passé? Je sais pas, j'ai toujours, marché par déclic. En fait, j'étais en terminale, du coup, pendant le covid, je savais pas ce que je voulais faire. Donc c'est un peu la recherche quand tu es en terminale de c'est quoi le diplôme d'après. Et moi, les études, j'étais bon, je suis bon à l'école, bah, intelligent, tu vois, je répondais, je savais être bon à l'école, tu vois, être assis, écouter et avoir des bonnes notes. Mais je me voyais pas refaire 3 ans, être assis toute la journée. Genre vraiment, je voulais pas faire STAPS, tu vois, vraiment, je voulais pas faire STAPS. Donc je découvre le BPGEPS, qui est un peu l'alternative plus pro, où tu es direct en alternance et tout. Et là, j'ai eu un coup de cœur quand j'ai fait les portes ouvertes. J'ai dit, putain, tu peux directement être en alternance, bosser un an après, parce que c'est que sur un an. Et je dis, je veux faire ça. J'avais tout de suite cette envie d'entreprendre, de bosser. Je voulais directement faire ça. Et coaching en calisthénie, alors je sais pas pourquoi ça m'est venu, mais pendant le Covid, je me suis dit, tiens, je kiffe ça, je fais des vidéos sur ça. Eric Flack commençait à en vivre. Donc j'ai eu ce switch de me dire, bah pourquoi pas moi? Pourquoi en fait pas faire comme lui et vivre de la calisthénie? C'était un peu mon goal ultime, c'était vivre de ça. Mmh. Comment, je sais pas trop, mais c'est l'objectif d'en vivre. Donc, donc c'est comme ça, ouais, déclic, vraiment vision de je vais faire ça, je suis passionné, j'ai envie d'entreprendre. Donc c'est parti comme ça quand j'avais ouais, 18 ans, il y a 4 ans maintenant, je pense. 4 ans, ouais, et du coup, quand tu te lances dans ton BPJEPS, de ce que j'ai compris, Mm. sur les réseaux, tu t'as dit que ce que j'ai compris, c'est que tu t'es un peu déconnecté de la partie entraînement et que tu étais vraiment sur la Ouais. partie accompagnement. Tu donnerais quoi comme conseil au Lucas qui fait son BPJEPS, hein? Ça peut être Lucas, ça peut être quelqu'un qui est dans une, situation similaire. Comment concilier justement cette partie, alternance du BPJEPS Mm. et le fait de réussir à s'entraîner à côté, de continuer à progresser malgré, Ouais. cette contrainte professionnelle. Ouais, bah, du coup, mon BPGEP, je l'ai fait sur 2 ans. J'avais une année de prépa. Parce que comme j'avais 18 ans et que j'étais pas du tout sportif, en fait, même si j'avais déjà quasiment 2 ans de Mmh. calisthénie, mon physique était très maigre, j'avais pas trop de performance, cardio, il y avait rien qui existait. Donc j'étais vraiment syndrome de l'imposteur de comment tu veux que je sois coach avec ce physique-là à 18 ans, tu vois, t'es personne Mmh. à 18 ans, personne n'a envie de te faire coacher, bref, c'est très compliqué. Donc j'ai fait une année de prépa pour me préparer, puis j'ai fait une année de BPGEPS. Et en fait, mon objectif pendant le BPGEPS, ça a été d'avoir le diplôme à haut la main, tu vois. Je voulais vraiment être le meilleur, je voulais vraiment respecter, en fait, comme un petit mouton, les règles du BPGEPS et tout faire parfaitement. Donc j'étais très fort en cours collectif, j'étais très fort en musculation, j'étais très fort en théorie. En gros, j'ai mangé toute ma classe. Je suis arrivé premier dans tout ce que je pouvais faire. Je suis arrivé premier, j'ai vraiment défoncé tout le monde. Et justement, comme tu as dit, je suis arrivé à la fin en mode, ah merde, je suis très fort dans plein de trucs, mais c'est pas pour ça que je suis venu de base en fait sur les 2 premières années. Et du coup, bah, en fait, je peux pas trop donner de conseils parce que le BPGEPS, il est quand même assez énergivore. Et tu vois, j'ai un élève actuellement dans TX Academy qui fait un BPGEPS et qui se fait coacher par moi. Et c'est trop dur de mélanger bah, l'alternance, la théorie, toutes les séances qu'il fait, puis progresser en calisthénie, tu vois. Donc c'est très dur de tout mélanger. Moi, j'avais beaucoup de mal, justement, c'est pour ça que je suis vraiment parti que dans du fitness et de la muscu, ce qui correspondait au BPGEPS. Et c'est que après où je me suis pris une claque en mode merde, j'ai perdu mon essence de la calisthénie pendant 2 ans et que j'ai pu m'y remettre, j'avais plus de temps, plus d'énergie derrière. Donc, ouais, j'ai pas trop de conseils à part peut-être continuer, tu vois, malgré tout, avoir peut-être ouais, être plus discipliné. En vrai, j'aurais dû peut-être plus me discipliner ou avoir une vision un peu plus claire. Là, j'étais vraiment pris dans le moule du BPGEPS et je respectais juste les règles qu'on me donnait. Donc voilà. Bon, ça t'a permis d'apprendre beaucoup de choses du coup et de finir haut Ouais, la bah main. ouais, de Tu ouf. as fait un BPJEPS du coup option AB, c'est ça? AF, ouais, Si activité de la forme, c'est ça. AF AF, Mm. hem c'est ce que tu recommanderais du coup, toi, pour pouvoir, transitionner ensuite vers, du coaching, en calisthénie ou est-ce qu'il existe d'autres options qui sont peut-être plus intéressantes? Ouais, c'est un peu le débat du c'est quoi le mieux, STAPS, BPGEPS. Là, il y a le Mmh. CQP qui prend de la place de plus en plus. Franchement, BPGEPS, moi j'ai bien aimé, j'ai vraiment une bonne expérience pendant 2 ans. Ça m'a rendu tellement mature, du coup j'avais que des gens plus grands que moi, j'étais en alternance très rapidement, donc j'étais sur le terrain, j'ai pu coacher des gens en présentiel. En fait, j'ai travaillé qu'avec des adultes, donc j'ai pris très vite en maturité, puis je suis rentré dans le monde du travail très rapidement. Ça, c'est un truc que STAPS t'apprend pas et que Mmh. bon, auto-entrepreneur t'apprend pas, parce que si tu as 18 ans, que tu te lances tout seul, bah tu découvres, tu es vraiment encore un peu débutant et novice. Donc BPJEPS, pour ça, c'est top. Vraiment, l'alternance, j'ai trop kiffé. Par contre, niveau théorie, j'avoue que c'est très simple. C'est vraiment le b.a.-ba de l'entraînement. C'est des trucs que tu peux apprendre en fait tout seul en, en 3 mois. En fait, si tu te sors les Mmh. doigts du cul, que tu regardes des vidéos, tu te formes, tu achètes des formations, tu peux t'en sortir niveau théorique.
C'est un peu comme si on te donnait une boîte à outils et derrière, une fois que tu as ton diplôme, bah, en fait, tu prends les outils que tu veux et tu te spécialises dans ce que tu veux. Comme moi, je l'ai fait en calisthénie. J'ai rien appris de la calisthénie en faisant mon diplôme, mais mon diplôme m'a permis d'avoir une base théorique solide pour que je puisse derrière, en calisthénie, comme tu as dit, faire du contenu éducatif, coacher mes élèves, comprendre comment coacher, parce que on va peut-être y revenir, mais le coaching, c'est pas que de la connaissance et de la théorie, hein. Je pense qu'il y a même un 70-30 assez puissant là-dedans. Donc, ouais, moi je recommande. Je sais qu'il y a le CQP-IF en France qui se développe de plus en plus, plus rapide, qui est moins cher et qui a l'air, que ce que je vois de certains formateurs, qui a l'air assez de qualité dans ce qu'ils transmettent. Mmh. Donc ça permet d'avoir un diplôme d'État assez rapidement. Après, je le connais pas, donc je pourrais pas mettre trop d'avis dessus, mais il faut aller prendre le temps de se former et pas partir tête bêche dans un truc sans trop savoir. Il y a toujours des positifs, négatifs dans chaque diplôme. Bien sûr et après du coup, au-delà de ce côté, boîte à outils, tu as eu l'expérience et j'imagine aussi la partie, réseau, le fait de rencontrer des gens. Tu penses que d'être dans un cadre en fait, hein, même si comme tu as dit, on peut apprendre ça, sur le tas dans son coin, heu, Mm. est-ce que tu ressors quand même enrichi aussi de cette partie, relationnelle, rencontre, Ouais, bah côté oui. humain avec les gens? De ouf. Bah, en fait, moi, comme du coup, j'étais l'élève parfait, on va dire. Du coup, bah, avec mes profs qui étaient tous des coachs, bah, en fait, je m'entendais très bien. Donc, j'ai pu me faire un réseau dans la ville où j'étais. Grâce à ça, j'ai pu avoir un CDI juste après en salle de sport. Donc, top, tu vois. En fait, en étant très fort dans ce truc-là, même si c'était pas ce que je voulais, je me suis ouvert plein d'opportunités. Bah ouais, c'est ça du coup, si tu veux que je reprenne, c'était, CQPIF qui est une bonne alternative comparée au BPJEPS, parce que c'est plus rapide, ça se répand de plus en plus et à ce qui paraît ce qu'ils apprennent, c'est de meilleure, qualité donc faut s'informer. Faut essayer de voir les points positifs et négatifs de chaque diplôme et après, faire, son analyse, pour soi. Très bien, mais du coup, tu fais ce BPJEPS en 2 ans, la prépa plus, le BP et Ouais. après tu lances Tenix Academy directement après ou comment ça se passe? Bah, du coup, direct après le BP, genre, j'ai un peu un pincement au cœur en mode: «Merde, putain, je fais plus de calisthénie, pourtant c'est ce pourquoi j'ai fait ce diplôme». Donc un peu révélation, mais j'avais pas de niveau. Comme j'ai fait 2 ans que je m'entraînais plus, bah, j'ai pas de front, j'ai pas de back lever. Mon handstand, il est un peu en banane. Je me retrouve un peu comme un con à me dire: «Merde, j'ai envie d'être coach là-dedans, mais comment tu vas être crédible?» Mais j'avais trop envie de faire ça. Comme pendant, le Transformation Challenge d'Eric Flag, en fait, je faisais déjà des vidéos sur YouTube. Je dis: «Bah, je vais faire la même chose. Je vais continuer mes vidéos sur YouTube, c'est ce que je kiffe» et j'avais du coup un CDI de 35 heures en salle de sport où je faisais, des cours collectifs et je faisais ça en parallèle, en fait. Dès que j'avais du temps libre, je faisais mes vidéos, puis j'allais bosser, je faisais mes vidéos et cetera. Pour objectif d'en vivre. Ça revient toujours de: «Je vise de la calisthénie, je sais pas comment, mais je vais faire du contenu, ça va peut-être m'apporter quelque chose, devenir un nouveau Eric Flag», tu vois? C'était comme ça que je le voyais. Je vais exploser et puis pouf, tout le monde va j'aurai des sponsors partout et et la vie sera belle. Donc heu, donc je pars, je pars dans cette idée-là en mode, bah, allez, il y a juste à charbonner. Moi, je suis très, borné et je suis assez simple, assez rapide dans l'action. Donc je passe à l'action, je filme et comme j'étais pas très crédible dans mes perfs, bah, en fait, j'essayais de trouver des axes où il y avait pas grand-chose en France. Donc le côté très théorie, le côté, bah, tout ce que j'ai appris en BPJEPS, je vais le transférer à la calisthénie. Ça va m'aider moi pour performer et ça va aider les gens pour performer aussi, tu vois? Des trucs que je voyais pas. Du coup, je fais plein de vidéos et c'est là où je commence à me former. J'achète des formations de coach, genre, des formations d'Adrien, tu connais, des formations spécifiques sur d'autres sports de force. Vraiment, je commence à me former de ouf en me disant: «Vas-y, je veux vraiment tout comprendre à la calisthenics». C'était vraiment mon objectif numéro un. Si je veux performer, si je veux prendre en niveau, je regarde plein de tutos, je me forme vraiment, ma vie c'était ça. Ma vie c'était, je vais travailler, dès que j'ai du temps libre, je regarde une vidéo, une formation et après je fais une vidéo où je parle de ce que j'ai appris, puis je recommence, je recommence. Je dis plein de conneries, je dis plein de trucs qui sont vrais, mais j'apprends de fou. Je lance ma première formation de handstand, donc c'est ma toute première produit digital que je lance, donc formation handstand, 50 € je crois que j'avais lancé et j'avais fait 3 ventes, truc de ouf, j'étais en mode: «Waouh, je viens de faire 150 € en ligne, mais première fois», donc t'es comme un fou, tu te dis: «Attends, c'est un truc de ouf». Donc c'est-à-dire que Carrément. si j'en vends, 20, je vais me faire, 1 000 €, tu vois? Waouh, truc de ouf. Si je me fais 1 000 € grâce à ça, c'est truc de malade. Mais bon, ça se passe pas ça s'est pas passé comme ça. Les 3 Ça se ventes, passe rarement comme on l'imagine au début. de ouf, de ouf. Donc je lance ça et puis voilà, ça fait quelques ventes et après je me dis: «Bah tiens,
si j'ai envie d'en vivre, je vais créer le produit, que j'ai envie en fait, le produit miracle, le gros truc. Je vais essayer de réinventer la roue en calisthénie, faire le truc que personne n'a fait. Grosse erreur, tu vas me dire et en fait, j'ai passé 6 mois à créer une formation. La méthode ultime pour moi, c'était le truc, j'apprends tout sur le marketing, tac, tac, tac. Ça m'a pris 6 mois, c'était vraiment trop long, mais le truc était vraiment complet, mais nul, tu vois? Complet, mais nul. C'est vraiment juste, je reprenais tout ce que j'apprenais en théorie, je l'amenais sur la calisthénie et je le balançais. En vrai, c'était bien, tu vois? J'avais bien créé en vrai, j'étais content quand même, mais 0 vente. Vraiment, je lance 0 vente et là, claque, claque dans la gueule. Je me fais: «Waouh, putain!» Ça veut dire que là, pendant 6 mois, ça a servi à rien et en fait, c'était que ça. J'ai fait, je sais pas, 30 formations en calisthénie, tu vois, en ligne. Mmh. Il n'y en a jamais une qui a dépassé si, j'en ai quelques-unes qui ont dépassé genre 10-20 ventes, mais ça a été, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, ça a été très, très long. Donc, Tennis Academy, je l'ai lancé, 2 ans après avoir mon diplôme. 2 ans après. Ouais, je me suis un peu perdu, mais voilà un peu le début, de l'entrepreneuriat. C'était ça. Et du coup, aujourd'hui, Tenix Academy, c'est plus, si je comprends bien, c'est plus orienté sur du coaching plutôt que sur de la formation, du coup. Ouais, ouais, de ouf. Du coup, bah, au début, c'était un peu il y a 2 ans en ligne, c'était beaucoup, tu vends tes formations pas très cher, t'en vends beaucoup et tu te fais de l'argent comme ça. À la Antoine BM, c'est ce qui marchait bien, c'était Mmh. cool et en fait, j'ai oublié, au bout de 1 an et demi, je me suis dit: «Bah, merde, en fait, je suis coach, j'ai un diplôme de coach». Il y avait le coaching en ligne qui commençait aussi à monter, des fameux faits 10 000 € grâce au coaching et je dis: «Bah, putain, j'ai peut-être, en fait, loupé un truc». Je me suis pas J'avais encore le syndrome de l'imposteur, comme j'avais pas de niveau, je me voyais pas coacher des gens, mais en fait, j'étais capable, tu vois? Sur des back levers, sur du renfo au poids de corps, sur du handstand, j'étais capable de coacher. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à coacher gratuitement, puis j'ai coaché à 50 € le mois. Puis une fois que je voyais qu'il y avait du monde à 50 € le mois, bah, j'ai coaché à 100 €. Puis après, j'ai vu que mes trucs marchaient pas trop, donc j'ai amélioré ma méthode. J'ai vu que ma méthode marchait, donc j'ai monté. Et tout ça, en fait, de fil en aiguille, ça a été très long, du coup, plus de 2 ans, où j'ai créé Tennis Academy en me disant: «Ok, je veux une plateforme, je veux un design qui me permet de me dire: «C'est mon truc à moi, c'est les gens ils viennent pour ça». Et maintenant, ouais, c'est un mix des 2. C'est vraiment du coaching sur, 4 mois et il y a un aspect, communautaire et formation qu'il y a avec Tennis Academy, où quand les gens rentrent, c'est plus qu'un coaching. Tu as vraiment un côté, tu peux te former en autodidacte en même temps que tu te fasses coacher par moi. Parce que en 4 mois, c'est trop dur de te faire tout apprendre, tu vois? Donc j'ai un truc, Bien sûr. assez autonome où la personne a une aventure, tu vois, dans Tennis Academy très grande et ça, c'est vraiment très, très cool, ouais. C'est-à-dire que si on s'inscrit à Tenix Academy, on a accès à côté à des ressources directement sur le site internet, en plus de la partie coaching. Yes, de ouf, c'est ça. Par exemple, on veut apprendre, handstand et front. Du coup, ça va être notre base ensemble de 4 mois et après derrière, bah, tu vas apprendre tout ce qui est réhabilitation, le mindset, les échauffements, tu vas apprendre peut-être le muscle up. Tu auras vraiment tout, sur le School, c'est l'application que j'utilise, dans TX Academy. Bah, tu peux vraiment être autonome, en fait et faire un peu ce que tu veux pour, ouais, voilà, être autonome et kiffer le Et process. apprendre, en partie sur ton temps libre. Et du coup, en termes de nombre, d'élèves, tu cumules à peu près combien d'élèves au maximum sur une période Bah, de temps donnée? là, en fait, si tu veux, ça a commencé à bien marcher depuis début d'année. Donc depuis janvier, février, je peux en vivre, tu vois? Un truc avant que je pouvais pas. Donc j'ai enfin réalisé mon rêve d'il y a 4 ans de vivre de la calisthénie. Donc j'ai réussi grâce au coaching et donc ça a très bien marché et en fait, je me suis pris un peu une claque où ça a un peu trop bien marché, un peu trop par rapport à ce que je voulais et du coup, j'ai eu beaucoup d'élèves, j'en ai eu plus de 20 d'un coup et j'étais en mode: «Ouah putain, il faut en gérer 20 quoi». Il y a 20 personnes qui attendent, ton retour et c'est là où du coup, c'est ce que j'attendais un peu, de me prendre une claque et de me dire: «Comment tu vas rendre ton coaching hyper qualitatif? Comment tu vas le faire évoluer pour que les gens ils payent, ils sont en mode dinguerie?» Donc je me suis pris une claque, là mars, avril, bah, encore actuellement, je suis en train de encore mettre à jour mon accompagnement et ouais, je pense que 20 c'était vraiment la limite pour vraiment garder de la qualité. Je pense que je pourrais pas prendre plus. Là, j'ai rouvert 10 places parce que du coup, il y a des gens qui sont partis là. Je crois que j'ai 13 élèves actuellement. Donc j'ai rouvert des places justement pour relancer, la machine. Mais ouais, 20 c'était, c'était suffisant, je perdais beaucoup. Ça commence, ouais, à faire pas mal de Ouais. monde. Du coup, si on veut être coaché par toi, on fait comment? On passe directement par ton site? C'est plus du Instagram? Tu as un formulaire? C'est quel type Bah, de tu peux, fonctionnement? soit en message privé sur Instagram, du coup je réponds à tout le monde, soit c'est directement sur, mes vidéos YouTube en description ou, sur ma bio Insta, tu peux réserver un appel. Je fais toujours un appel avant de prendre un D'accord. élève. Je fais rarement, des contrats comme ça, avec la personne, je l'ai pas eu en face de moi
Parce que, comme je dis, il y a beaucoup de gens que je prends pas en fait en coaching parce que ils sont pas faits pour être coachés. Je peux pas les aider, tu vois. Ceux qui veulent des full planches, des maltaises, bah, c'est pas moi qui vont voir, tu vois. Je leur dis clairement. Mmh. Donc je mets les conditions en fait dans le premier appel. Si ça match, ben let's go. Si ça match pas, bah, je lui donne des conseils et bon courage. Et ouais, toujours un appel. Donc description YouTube ou ma bio Insta, il y a de quoi réserver un appel. Ouais. Heu, Très bien. Pour revenir, rester dans la partie coaching tout à l'heure, Mmh. tu me parlais de 70-30. Tu disais il y avait une partie, si je comprends Ouais. bien, entraînement. Est-ce que tu peux, rentrer un petit peu plus dans les détails justement? J'imagine tu voulais peut-être, parler de Ouais. psychologie, du côté social, d'autres choses même Mmh. peut-être? Ouais, en fait, c'est hyper drôle parce que là, je vois plein de coachs se lancer. En vrai, c'est trop bien, tu vois? Comme tu as dit, c'est un truc, le coaching, que ce soit en calisthénie ou dans les autres sports, ça se développe de plus en plus, donc trop bien. Par contre, ce que je vois aussi, c'est que on devient tous un peu des autistes social. En fait, ma journée, c'est con, mais je suis derrière mon ordi, je vois personne, je parle à personne. Mes élèves, je leur fais des retours WhatsApp, je leur fais des Looms, des fois on s'appelle, mais c'est une fois, tu vois, je suis tout seul, tout le temps tout seul. Donc, moi, j'ai la chance, du coup, avec le BPGEPS, et même dans ma vie, j'étais animateur, j'ai bossé avec des adultes souvent, bah, en fait, d'être bon socialement. Et cette qualité-là, en fait, je me suis rendu compte dans le coaching, c'était justement ce 70-30. C'est en fait 70% des résultats de mon coaching viennent en fait de mon côté très humain, empathique et comprendre en fait la personne que j'ai en face de moi pour adapter le programme. Parce que quand on dit coaching individualisé, bah, en soi, le programme, tu peux donner le même à tout le monde et individualiser autre chose, tu vois, où vraiment je vais avoir 10, bah, justement sur mes 20 élèves, j'avais 20 archétypes différents d'entraînement. J'avais 20 handstands différents. Donc tu vas pas donner un conseil à lui, tu vas pas donner le même à l'autre, leur donner la même façon de les coacher. C'est tout ce côté humain que tu peux pas développer du coup avec un BPGEPS, avec des vidéos, avec des diplômes, avec des formations. Ça, c'est vraiment que sur le terrain, en pratique, où tu vois le mec que tu as en face de toi et tu te dis, bon, qui est-ce, pourquoi il s'entraîne comme ça, pourquoi il a ses objectifs. Et c'est vraiment le plus gros du coaching. Alors qu'au début, je pensais que tout était dans la connaissance technique. C'est plus je suis fort Mmh. techniquement, plus je suis bon dans mon sport, bah, mieux je vais être un meilleur coach. Et c'est pour ça que les athlètes de haut niveau, bah, leur coaching, il est nul à chier, tu vois. J'ai eu beaucoup d'élèves qui sont venus, des athlètes de haut niveau, et qui m'ont dit, bah, en fait, Mmh. trop déçus, parce que bah, ils sont pas empathiques, ils n'arrivent pas à se mettre à la place de la personne qu'ils ont en face, ils comprennent pas les problématiques de leurs élèves, Mmh. et c'est pour ça qu'il y a très peu de résultats de leur coaching sur leur Insta, tu vois. Parce que c'est même pour eux, c'est encore plus dur parce qu'il faut coacher sur des figures qui sont très très dures. Et 90% des gens qui coachent auront jamais la figure. Parce que c'est comme ça, tu vois. Pas sur des coachings de 1-3 mois, c'est très 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 dur. Donc je me suis Pour ouais, plus avoir dirigé vers. des back levers, des handstands, des mouvements comme ça, comme Hmm. tu disais tout à l'heure. Hem, tu continues du coup aujourd'hui à bosser full planche, front lever, ce type de mouvement où tu restes, même toi à ton niveau focus, sur, le back lever, muscle up, handstand, les mouvements dont tu nous parlais tout à l'heure, ou tu as Hmm. toujours envie d'aller chercher du front, de la planche, peut-être de la maltaise, des mouvements comme ça? Hmm. Ouais, je suis en pleine introspection là depuis plusieurs mois sur la pratique. Parce que du coup, ce qui est dur quand tu es coach, c'est d'enlever cette image de tes performances vont dicter tes résultats, vont dicter que si tes élèves vont venir à toi. C'est quel cas, tu vois, genre, tu prends un Livan, un Nathan, les hauts athlètes de haut niveau, les gens viennent parce qu'ils sont forts. Vraiment, c'est juste, t'es trop fort, je te paye pour être comme toi. C'est vraiment. Alors que moi, les gens, ils viennent parce que ils savent que je peux répondre à leurs problématiques. Ils savent que je peux les aider à casser leur stagnation, etc. Ils viennent pas pour mes perfs, tu vois. Même si mes perfs Mmh. restent bien à leur échelle, parce que je suis meilleur que Bien sûr. 99% de mes élèves, tu vois. Donc, en vrai, moi, j'ai quand même tourné mon image autour de 6 mouvements emblématiques, allez, 4 mouvements emblématiques. Handstand push-up, front lever, muscle up et handstand. En fait, qui sont pour moi les 4 super figures que tout le monde veut. Et en fait, pour moi, une fois que tu as ça, bah, tu peux un peu tout faire en calisthénie. Si tu pas envie d'être top monde ou avoir les meilleurs Ouais, niveaux. bien Et sûr. du coup, je me suis vraiment concentré sur ça parce que j'ai remarqué que le marché, c'est ce qu'il voulait. Mes élèves voulaient ça. Donc, je vais pas m'amuser à me spécifier dans la full planche une vidéo sur 20 alors qu'une personne veut la full planche dans mes élèves, puis je serai pas apte à les aider. Et moi, en tant qu'athlète, bah, j'ai eu ce gros syndrome-là depuis 1 an où je m'entraînais pour la full planche, je m'entraînais pour les front pull-up. Donc, je débloquais bah, les straddle press, j'ai eu des bons combos.
j'ai des fronts pull-up, tu vois, mais rien de parfaitement clean. J'ai jamais atteint, pour moi, un haut niveau. Et en fait, je me suis un peu entraîné, j'ai un peu subi mes entraînements. Parce que du coup, je m'entraînais un peu pour valider ce que les gens voulaient de moi. Ah, bah, t'es coach en calisthénie, donc faut que tu montres que tu es la full planche, faut que tu montres que tu es les fonds de pull-up, faut que tu montres qu'en figure, tu sois irréprochable. Alors que j'ai déjà, comme je t'ai dit, tout ce que je voulais en termes de figure. J'ai déjà atteint, en fait, pour moi, mon Graal que Tes je voulais quand j'ai objectifs. commencé il y a 6 ans, tu vois. Donc, Bien je me sûr. suis pris un peu une claque, ouais. Un peu une claque en me disant merde, putain. Et puis, je me suis jamais vu performer en calisthénie. Genre, je me suis jamais vu faire des full planche press, je me suis jamais vu faire des front pull-up à gogo. C'est jamais un truc qui m'a attiré parce que plus là je grandis, je deviens mature dans l'entraînement, plus je vois le sport comme du sport santé, de la mobilité, de l'endurance, du cardio. Et en fait, bah, dès que tu fais de la course à pied et les jambes, bah, tu peux pas avoir la full planche. À part si tu es C'est génétiquement un handicapant. monstre et que C'est tu très mets toute ta vie, handicapant, ouais. tu mets toute ta vie. C'est même pas handicapant sur le fait de prendre des jambes, c'est juste tu mets ton énergie dans plein d'autres trucs. Si tu as envie d'avoir un bon cardio et d'avoir les jambes et d'avoir ta planche, mais bah, bon courage quoi. Genre vraiment, faut avoir une vie. Tu te mets à 200% là-dedans et tu penses qu'à ça et vraiment, c'est faisable, hein. Moi, j'aurais pu le faire et je sais que je peux le faire, mais j'ai commencé à mettre mon énergie dans d'autres trucs qui me passionnaient un peu plus en me sortant cette image de je dois absolument avoir ça, absolument parce que les gens me demandent d'avoir ça. Mais moi, intérieurement, j'ai pas forcément envie. Donc non, je vais pas chercher de maltaise et je pense que j'aurai jamais de maltaise de toute ma vie, mais faut On que tu n'aura regardes pas derrière. de Maltese de Lucas JLM, sauf avec un fond vert pour la blague. Euh, Voilà, exactement. Très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe une semaine type pour le coach Tenix Academy? Bah, moi, je suis très chaotique dans mes semaines. Je suis un mauvais entrepreneur. Non, en vrai, allez, grosso merdo, mes débuts de semaine, c'est toujours un peu coaching. Genre, mes matinées, c'est vraiment je réponds à mes élèves, analyse de ce qu'ils m'ont envoyé, je réponds aux questions. C'est assez le truc classique en priorité dans la journée, parce que c'est un peu le truc numéro un de répondre à mes élèves. Et après, ça dépend de mes objectifs. Ça va être création de contenu, donc YouTube, Insta. Là, je suis beaucoup YouTube en ce moment. Ça va être amélioration de mon process, donc améliorer mon coaching. En fait, c'est un peu comme si tu avais plein d'incendies partout et moi j'essayais juste de les éteindre un peu les incendies de gauche à droite, mais j'ai pas de semaine type. Genre j'ai vraiment, c'est vraiment coaching, création de contenu, bah, acquisition client, donc le fait de trouver des clients, prospection ou vidéo, etc. Mais sinon, mes journées, c'est tout le temps la même chose, hein. Je suis derrière mon ordi et je crée des trucs. Moi, j'adore créer, je suis vraiment très créatif. Donc, si je passe une journée où je crée rien, ça me frustre. Donc, même si c'est une petite merde en story, je le fais. Si c'est une petite vidéo YouTube, je le fais. Mais j'adore créer. C'est vraiment ma force, je pense. C'est la création. Donc, tous les jours, je crée des trucs. Voilà. Donc un peu touche à tout. Mm. Euh, Ouais. J'avais une question parce qu'on parlait un petit peu de statique là et de comment ça s'appelle de statique d'équilibre. Est-ce que tu Ouais. as déjà essayé le freestyle, set and rep, street lifting, ce genre de discipline ou jamais? Le freestyle, dans quel sens? Je veux dire L'agi- agilité, Ah etc. oui. Ouais, bah justement, j'ai un peu touché à tout dans mes 6 années. Donc, j'ai fait un peu d'agi, j'ai fait un peu de set and rep, de street lifting, j'ai fait un peu de tout. Et le statique qui a toujours été mon coup de cœur, les figures, comme je t'ai dit, c'est toujours là où mon cœur est allé à chaque fois. Et là, depuis genre 2 jours, j'ai fait ma première compétition de set and rep. Donc, j'étais à Montgeron, championnat de France espoir de battle. Et ça a été un peu un déclic. C'est-à-dire que ça, je connaissais pas du tout le set and rep, j'en ai jamais fait. Je suis pas du tout un profil endurant en plus. Moi, j'aimais bien être fort, plus street lifting, tu vois. Et du coup, bah, il y a plus d'un mois, j'ai fait des qualifications avec un de mes meilleurs amis qui, lui, est set and rep. Donc, j'ai suivi un peu le mood en me disant, vas-y, je vais tester avec toi les qualifications, sans grandes ambitions. Et j'ai été pris parmi 100 personnes qu'on demandait. Donc, truc de fou. Il n'y avait que 32 places. J'étais 32 sur 32, tu vois. Et j'ai dit, bah vas-y, c'est l'occasion. À mon tour de me faire coacher. Donc, je me fais coacher par Alexis Gengen, qui est champion de France, lui, de set and rep. Et j'ai fait 5 semaines de prépa. Donc là, depuis plus d'un mois, 5 semaines de set and rep, endurance, plus du tout de figure, plus d'équilibre. J'ai vraiment tout misé là-dessus. J'ai fait ma compète samedi, ça s'est trop bien passé. Du coup, je suis en train de faire petite vidéo YouTube dessus, donc trop content. Et en fait, ça m'a fait un déclic de putain, mais en fait, je me suis aligné avec ça. Comme je te l'ai dit, sport santé, je faisais les jambes, du cardio en même temps. Je peux quand même travailler les figures à côté. Donc là, en fait, tout à l'heure, je suis en train de construire sur mon petit carnet une programmation hybride, bon, pour travailler mes tractions à un bras,
reprendre les 90 degrés HSPU, HSPU lesté, tu vois, et bosser à côté de ça du set and rep, de l'endurance, etc. Donc j'ai trouvé un peu mon équilibre parfait dans la calisthénie. Comme je dis à mes élèves, j'ai trouvé ma calisthénie à moi, parce qu'il en existe plein, tu vois. Bien sûr, Et c'est je suis très large. hmm, assez content, ouais. Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de ton expérience compétitive du coup? Mis à part cette compétition, est-ce que tu as déjà eu d'autres expériences, d'autres compètes? Mmh. Ouais, j'ai fait 2 compétitions dans ma vie. J'en ai fait une en statique du coup, au bout d'1 an après mon diplôme, donc en 2023. Je l'ai fait à, Morlaix, donc la GABT pour ceux qui connaissent et c'était trop bien, expérience de fou. J'avais pas beaucoup de niveau, mais j'ai fait des trucs propres, mon petit, combo en front, monté en force handstand, tu vois? C'était vraiment, c'était un compétition débutante et en fait, c'est là où je me suis dit: «Putain, pour, performer en calisthenics, ça va être dur». Genre vraiment, j'ai vu la difficulté dans vraiment les figures de haut niveau, dans les athlètes de haut niveau, tu vois? Où c'est vraiment impressionnant quand tu testes et que tu y es. Donc j'ai jamais eu d'esprit compétiteur, j'ai jamais aimé ça, j'ai jamais été dans ce mood de compétition et je pense qu'en fait, j'ai jamais accepté d'être compétiteur. En fait, c'est ça le truc. J'ai un peu peur de ça, un peu peur d'être compétiteur et de me fermer dans une discipline en me disant: «Si je fais que ça, bah, je vais me fermer et du coup, j'avais peur de ça en statique. J'avais peur de me fermer dans des full planches, dans des front pull-up et de passer à côté de plein de choses qui me feraient kiffer dans la vie. Donc comme j'avais un peu peur de ça, bah, j'ai jamais cherché à être compétiteur et du coup, là, le set and rep m'a fait un peu ouvrir un nouvel œil et du coup, j'ai fait 5 semaines de prépa et j'ai jamais autant kiffé une prépa compète comme ça. Et même le jour J, j'étais trop bien dans un bon flow et j'étais en mode, là, je me voyais un peu plus être compétiteur, avoir ce truc-là en moi vs moi, être en mode, ça, je peux kiffer. Parce que je trouvais ça plus sain, mieux, tu vois, que le statique, ça m'ouvrait plus de portes. Donc, euh, donc à l'avenir, tu vois, je suis encore au début de mon ascension. Peut-être que dans 1 an, 2 ans, je serai un Une vrai prochaine compétiteur dans compète l'âme. peut-être. Mais, des quoi? T'as le temps, je dis peut-être une prochaine compète, de toute façon, t'as encore le temps. Ouais, bah ouais, ce que je dis, j'ai Euh, que 23 ans. J'ai tout le temps pour avoir des figures, pour avoir des compètes. Exactement. Tu dirais quoi, du coup, à quelqu'un qui a toujours pas fait sa première compète, qui est hésitant? Mmh, Et la deuxième question aussi, tu dirais, quoi à la personne qui est hésitante à prendre du coaching justement, faire une mmh, prépa éventuellement pour une ouais. compétition? Bah, en vrai, la compète, c'est pour moi, j'aime ce que je dis à mes élèves là quand j'ai fait le débrief de ce qui s'est passé ce week-end, c'est que j'ai plus appris sur moi-même en 1 mois de prépa qu'en 1 an de statique tout seul. Et c'est fou comme ça parce qu'en fait, tu peux pas vouloir être fort en compète si tu fais pas de compète. Tu es obligé de faire de la compétition. Même justement comme moi, qui est pas du tout un esprit compétiteur, qui est un peu le mec gentil, qui veut pas trop de rivalité, etc. Bah en fait, quand tu y vas, tu te découvres en fait une nouvelle personnalité, tu découvres en fait que ça a rien à voir avec l'entraînement, puis ça donne des objectifs, ça te donne une flamme en fait que juste un entraînement classique, que juste avoir une figure pour avoir une figure te fait pas avoir. Donc en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de compètes et plein d'assos qui créent des petites compètes débutantes et qui essaient d'ouvrir ça au plus grand nombre. Donc, allez-y, faut vraiment y aller les yeux fermés, même si vous n'avez pas le niveau, même si vous commencez, etc. C'est un déclic mental qui vous permettra de vous découvrir plus que juste vous entraîner tout seul dans votre coin. C'est trop bien. Et du coup, pour la personne qui est sceptique à prendre un coaching, bah, du coup, il y a différents types de coaching. Tu as vraiment ce côté où tu peux te préparer à la compète avec un coach. Et l'autre côté, un peu comme moi je fais, où c'est plus un accompagnement de changement de vie, tu vois. De ceux qui sont complètement perdus en calisthénie et qui veulent, en 4 mois, complètement exploser leur niveau et avoir beaucoup plus de connaissances et vraiment savoir comment performer. Donc, Comprendre les bases, la méthode d'entraînement, si je comprends bien. ouais, ouais, exactement. Exactement, parce que je pense qu'il y a plein de profils différents. J'en ai remarqué, allez, il y en a peut-être 6 entre celui qui a fait que de la muscu et qui en a marre de la muscu, qui veut partir en calisthénie, entre celui qui regarde plein de vidéos YouTube, il sait plein de choses, mais il a du mal à l'appliquer pour lui, entre celui qui fait, tout bien, qui a déjà tout programmé, mais ça marche pas. Genre vraiment, il y a plein de profils différents que je retrouve dans mes élèves et en fait, je sais pour chacun des profils, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour les aider à progresser. Donc, ouais, franchement, si pour toutes les personnes qui sont bloquées, parce qu'en fait, c'est le seul sport hyper technique que les gens acceptent de faire tout seul. Tu vois, tu verrais jamais quelqu'un apprendre la natation tout seul, apprendre l'escalade tout seul,
apprendre le tennis tout seul. C'est des trucs, c'est inconcevable aujourd'hui de dire je vais devenir fort en tennis tout seul. C'est impossible. Si t'as pas un coach à côté de toi qui t'explique comment faire un service et tu regardes Roland Garros là, tu sais que derrière ils ont tous un coach, tu vois. Il y a jamais quelqu'un qui Ouais. vient tout seul en mode salut les gars, je me suis mis tout seul dans ma chambre, je fais des services avec ma raquette. Et les gens veulent en calisthénie avoir des handstand push-up, des muscle-up, one arm handstand, tout ça, tout seul, grâce à YouTube, sans retour de coach, tout ça, alors que c'est hyper technique. Et quand t'as pas un entourage, tu vois, si t'as pas des amis qui sont comme Bien toi, sûr. ou que tu tout seul, vraiment tout seul, bah, c'est trop dur. Et en fait, moi, j'apporte ce soutien-là, de dire, bah, tu as quelqu'un qui est là, tu dois envoyer des vidéos, tu dois envoyer tes retours sur WhatsApp, et tu sais que ce que tu fais, c'est bien ou c'est pas bien. Tu as un retour objectif, en fait. Et c'est ça la force de mon coaching, bah, du coaching en général, c'est tu fais plus les choses aléatoirement. Parce que quand tu fais les choses aléatoirement, bah, au bout d'un an, tu as des trucs aléatoires et tu es en mode, Pas de voilà quoi. résultat, ouais. Ouais, c'est ça. Donc ouais, vraiment un coach, c'est un gain de temps, bien sûr. Ouais, Hem Et toi qui est dans cette discipline, je voulais, quitter un peu la partie coaching. mmh, Tu fais cette discipline depuis plusieurs années. ouais, Comment tu décrirais l'évolution de ce sport en France et à mmh. l'international ces dernières années? Franchement, ça fait quoi? 6 ans que j'ai commencé? Moi, c'est drôle parce que même sur les 6 ans, je pense que j'ai passé 3 ans à pas connaître la calisthénie. Tu sais, à juste connaître Eric Flag et Elio, je pensais que c'était que ça. Et après, j'ai découvert du coup, bah, SWA, la marque de maths. Et un peu grâce à lui, ça m'a fait, hop, découvrir, ah putain, les OTZ, ah ouais, le FIBO, la SWEB, des grosses compètes internationales que je connaissais pas. Donc tu as vu, ça m'a pris 3 ans même si je connaissais la planche, les trucs, pour découvrir les OTZ, à l'époque. Ce qui paraissait inimaginable parce que c'était la team, tout le monde connaissait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est encore la même chose entre ceux qui font la calisthénie et ceux qui connaissent réellement la calisthénie. Mais tu as peut-être 80 des pratiquants qui font des handstand push-up qui ont aucune idée de ce que c'est la SWEB, tu vois? C'est même quasiment sûr. Mmh. Donc ça, c'est assez drôle. Mais je pense que l'évolution, elle est vraiment bien. Je le vois sur les compètes, que je vais voir beaucoup de compètes. Tu vois, en plus, là, je vais aller voir la Sweb justement à Madrid. Je me déplace beaucoup. Je me suis beaucoup déplacé pendant, euh, pendant ces 2, 3 dernières années, justement avec Matt, c'était trop cool. On a vu plein de compètes internationales, on a vu des compètes en France, on voit les assos qui se développent, on voit les marques qui se développent, on voit les coachs qui se développent. On a vraiment tout qui se développe bien. Pour moi, vraiment, c'est que dans le positif. Moi, en tant que coach, je vois que il y a une hype énorme sur la case Nick. Il y a de plus en plus de pratiquants qui se lancent. Il y a de plus en plus de compètes. Il y a les fédérations, il y a les championnats. Franchement, moi, c'est que dans le positif. Ce qui manque, je pense, aujourd'hui dans la calisthénie, surtout du côté statique, c'est des entrepreneurs. C'est des gens comme moi, en fait, à plus haut niveau, qui devraient vraiment changer de registre et prendre ce côté athlète et avoir le côté entrepreneur qui doit être au même niveau, même si c'est très dur de faire les deux, hein. Je le conçois Bien déjà sûr. juste comme être athlète tout seul, c'est déjà très dur. Être entrepreneur tout seul, c'est déjà très dur et combiner, c'est dur. Mais je pense qu'il y a besoin ou d'un entrepreneur qui cadre les athlètes. C'est ça qui manquerait. Genre De la qui structure. qui construit quelque chose, de la structure, vraiment un mec vraiment tourné business pour qu'il fasse tourner ce sport, un peu comme l'Irox, l'Ironman, tu vois? Moi, je vois vraiment ça comme ça, où c'est vraiment des businessmen qui ont pris le truc et qui ont fait développer le sport et c'est pour ça qu'aujourd'hui ça marche autant. Ouais, tu disais que tu t'étais, beaucoup déplacé, dernièrement, que tu avais fait la SWAB et que tu y retournes, cette année. Mmh. Et La première fois que j'y vais, c'est la seule compète que j'ai pas fait, à l'international. J'ai fait FIBO, on avait fait la Suède, Beast of the Bar et j'ai pas fait la SWAP. ça promet alors, Ouais, j'ai hâte ça en vrai, promet, c'est du beau ça spectacle. Je sais promet. que visuellement, tu te prends une claque. Il y a du très, très haut niveau, c'est clair. Hem, donc déplacement à la SWAB cette année, tu prévois de faire du contenu sur les réseaux à propos de ça? Peut-être, des perfs, des contenus fun, partager, interviewer des athlètes peut-être? Tu as prévu quoi? Ou c'est vraiment juste pour aller profiter? Ouais, je pense que c'est plus pour aller, profiter. Moi, j'ai du mal, avant, je faisais beaucoup ça de vlog. Dès que je me déplaçais, je vloguais. Mais en fait, c'est tellement énergivore et tu profites pas de l'instant T quand tu es toujours en train de penser à faire du contenu, du contenu, du contenu, que tu en perds le côté justement humain, qui le côté humain pour moi a plus d'impact que le contenu. Donc je préfère privilégier le côté humain et juste parler et échanger des trucs, tu vois, là-bas à l'instant T, quitte à faire des projets plus tard, tu vois. Mais non, je pars pas dans l'idée de faire plein de contenu, plein de vlogs. Avec Matt, on prépare des projets, je pense qu'on va bosser pas mal là-bas. Donc ça va vraiment être chill, mode vacances tranquillou.
profité. Ouais. Pour continuer sur cette partie déplacement, on devait faire le podcast depuis à peu près 2 mois, je crois. Et, et entre-temps, t'es parti en Thaïlande. Mmh. T'en as profité pour t'entraîner là-bas, créer du contenu, ou c'était vraiment où t'as lâché totalement? Thaïlande, non, ça a été un peu notre, avec Matt, notre cadeau de réussite, entrepreneuriale. Donc quand je dis réussite, c'est juste, c'était la première fois que je pouvais me sortir un salaire. J'avais fait un très bon mois de mars et février, donc trop content et on s'est dit: «Bah, allez, vas-y, on vit», tu vois? Ça fait, 2 ans qu'on galère, même encore plus lui avec la marque. Vas-y, on souffle. Vraiment, c'était vraiment notre, on souffle et on découvre. Tu sais, on parle de liberté géographique, de tu peux travailler d'où tu veux, quand tu veux. Bah, vas-y, on teste. C'était vraiment ça. Et de base, lui, il voulait partir, mais pas revenir. Il dit juste, on prend un billet aller et on prendra le billet retour plus tard. Et moi, je suis un peu plus casanier. Je lui dis, non, non, tu sais, on a pris 2 semaines et demie quand même, tu vois, c'était bien. Et je lui dis, on tâte le terrain, on voit et tout. On est vraiment parti là-bas en mode, bah, digital nomade. On a pris nos PC. En fait, on alternait, bah, on bossait, on profitait, on bossait. On avait un équilibre parfait, en fait. On savait vraiment, on était trop, trop fusionnels sur ça. On n'avait rien prévu du voyage. On avait juste réservé 3 nuits, puis après, on faisait au jour le jour. Donc, on faisait que de se déplacer. On est allé dans les îles, vraiment le paradisiaque de la Thaïlande, mais on a trop, trop kiffé. On a vraiment pu profiter et travailler. Et petite anecdote là-bas où j'ai pu signer des contrats et en fait, j'ai débloqué mon premier 5 000 € de chiffre d'affaires en Thaïlande. Et j'en étais dans l'hôtel, vraiment, j'étais avec mon ordi et du coup, on se regarde en mode, ah putain, trop bien. Donc, donc c'est un peu vraiment le voyage de concrétisation de l'avant-après de du business, où vraiment on commence à devenir entrepreneur et plus des petits mecs qui font leur truc dans leur coin. Donc ça, c'est cool. Et puis Madrid, c'est un peu le même mood. Ça va être, on a déjà réservé l'hôtel, tout ça, ça va être très cool. J'ai pas d'ambition de vouloir partir dans tous les sens, aller à Dubaï ou je sais pas quoi, tu vois. Mais des petits trucs comme ça, c'était vraiment pour tester, voir ce que ça fait et te rendre compte qu'en fait, bah, tu peux être très, très bien avec peu. Et voilà, c'est vraiment pour me féliciter. C'était vraiment ça, pour pouvoir souffler après 2 ans et demi, 3 ans de début de galère. Un cadeau après beaucoup de boulot. Mm. Vous avez eu l'occasion de rencontrer, vous entraîner avec des athlètes locaux ou pas du tout? Non. En fait, si, pour anecdote, des fois, on s'entraînait sur la plage. En fait, il était tellement chaud que, en fait, on pouvait pas s'entraîner, à part dans les hôtels où il y avait la clim. Donc, je faisais des HSPU contre le mur pour, pour faire du grise de groove. Mais ouais, il faisait beaucoup trop chaud, donc il y a pas beaucoup d'athlètes. Il y avait pas de parc, en fait. Il y a rien, en fait, en calisthénie là-bas, de où on a été. Et en fait, en s'entraînant sur la plage, on a rencontré un mec qui venait de Londres. Il voyageait tout seul et il faisait de la calisthénie. Et il connaissait tous les athlètes, il connaissait SWA. Donc, on a pu matcher avec lui, puis on s'entraînait avec lui. Truc improbable, tu vois, tu es à l'autre bout du monde. Donc, non, on a juste rencontré les athlètes et c'est tout. Mais on n'a pas, il y a personne en Thaïlande qui fait. Si je sais qu'à Bali, il y a du monde qui fait un peu De de temps en ça. Il temps, y a ouais, des on trucs voit pas mal sur les là-bas, mais voilà. très bien. Heu, je voulais, ouais, venir du coup sur, le mot calisthénie, street workout. Tout à l'heure, on parlait un peu de ce terme, on disait que ça Mm, définissait quelque chose quand même d'assez large. Toi, c'est quoi la définition que tu as? Est-ce que déjà tu fais une différence entre calisthenics et street workout? Et mm, pour toi, c'est quoi les différentes branches statiques, freestyle, street lifting? ouais. Comment tu vois les choses? Moi, je suis un peu, je sais que c'est un peu la guéguerre à quel nom on donne, quel mot et cetera. Moi, j'aime pas street workout, j'aime pas ce mot. Alors pourquoi, j'arriverai pas à te dire, mais je sais pas, je le trouve pas très parlant. Je trouve qu'il représente pas forcément. Calisthenics, du coup, il est plus beau, puis tu as le truc, emblématique de ça vient de Kalos et Stenos, c'est stylé, puis ça le nom a la classe, les gens retiennent ça. Les têtes d'affiche ont mis ce nom-là, tu vois? Brioclo Dantec qui l'utilise, Eric Flag l'utilise, donc même si Eric Flag utilisait beaucoup Street Workout, maintenant il utilise Calisthenics, je crois, en ce moment. Donc, les gens lambda connaissent Calisthenics, connaissent pas Street Workout. Donc, c'est pour ça que moi, je suis parti dans ce truc-là de, au lieu d'utiliser un peu des deux, de pas savoir quoi mettre, de mettre SW à la fin de mon pseudo, j'en sais rien. J'arrête d'utiliser Street Workout, puis j'arrive même pas à le prononcer parce que j'ai un anglais de merde. Donc, je dis, je prends Calisthenics en français avec deux L et pas un L. Je sais pas pourquoi les gens ils mettent qu'un seul L, alors que c'est Cali, genre ça vient de, comme calligraphie, tu vois, il y a deux L, c'est la beauté, ça vient de là. Et je trouve ça plus représentatif. Après, pour moi, ce que représente calisthénie, tu vois, par exemple, street lifting, pour moi, c'est un autre sport. Là, le stat and rep que j'ai fait, pour moi, c'est un autre sport.
et le statique freestyle, c'est un autre sport. Pour moi, en fait, c'est vraiment 3 trucs complètement différents et comme chacun se développe très, indépendamment de l'autre, genre très de façon individuelle, genre le statique va rien amener au set and rep ou au street lifting. Donc je trouve ça con de vouloir à tout prix garder tout dans le même sac en se disant: «Ah mais, c'est la même famille, non, on fait la même chose, on vient tous du même endroit». Sauf que non, tu vois? Ça grandit, ça se développe. Le street lifting, c'est complètement différent, ça se rapproche encore plus du power que du statique. Le set and rep, c'est hyper différent. Franchement, je vois pas pourquoi on veut tout, garder au même sac. Moi, justement, il faudrait qu'on se détache de ça et qu'on se dise: «Allez, on développe vraiment» même le côté statique et agilité, tu vois? Qui pourrait être complètement dissocié. Parce que moi, ce qui m'a freiné un peu, c'est le côté, dans les compètes, on demande de l'agilité alors que j'en ai rien à foutre de l'agilité. Genre, j'ai pas envie d'en faire, je vais pas en faire. Donc, pourquoi vous voulez que j'en fasse en compète? Ça me faisait chier. Donc, je trouve ça dommage, en fait, qu'on garde des normes et qu'on crée pas des choses qui sont vraiment, ce que les gens demandent, tu vois? Genre que des trucs s'il y a des compètes, que statique, comme il y a eu, en Belgique qui est trop bien. Il y avait des projets qui étaient vraiment ambitieux sur ça. Moi, pour moi, c'est un peu ma vision. C'est vraiment tout détaché et que calisthénie, ça reste genre, comme le terme course à pied, ça reste le truc très global et que derrière, bah, tu es, statique, street lifting et cetera qui découle de ça. Mais le terme calisthénie veut rien dire, en fait. C'est pas une discipline, c'est pas que du statique que ça, c'est vraiment une famille comme la course à pied, comme plein de trucs. Très bien. Bah écoute, sur ce beau mot de la fin, on va dire pour la partie euh, Mmh. présentation, on a fait le tour. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé que tu aurais souhaité traiter? Heu, ah, c'est pas moi qui pose des questions d'habitude. Non, bah, franchement, j'aime trop les sujets, tu vois? Comme je l'ai dit, le coaching, ça se développe, je suis trop content d'en parler. Surtout que je pense qu'on n'est pas beaucoup à pouvoir en vivre et commencer à comprendre l'écosystème de la calisthénie dans le business. Moi, ça m'a pris 2 ans et demi, tu vois, pour comprendre ça, pour pouvoir me sortir un salaire. Tu as le côté, bah, compétition que je connais pas du tout, genre organisateur qui est un sujet que je pense qui est très intéressant, pour que ça se développe. Non, franchement, j'ai un peu touché à tout. C'est trop bien. Je vais rebondir là-dessus. Est-ce que tu penses que on a un peu traité le sujet, mais peut-être que tu pourrais compléter. Est-ce que tu penses que pour être un bon coach, il faut forcément être un excellent athlète? Mmh, non. En vrai, tu as une nuance quand même de, bah, ce que tu vas coacher, pour moi, tu vois, c'est pour ça que, je me suis jamais autorisé à coacher les gens en planche, à part au niveau straddle. Parce qu'en soi, j'ai la théorie pour, aider les gens, construire un entraînement et cetera. Mais je sais que c'est tellement dur d'atteindre cette figure et j'ai tellement parlé à de coachs qui aident les gens à avoir la planche, qui me disent: «Mais c'est impossible, en fait». En ligne, coacher quelqu'un pour la planche en ligne, c'est très, 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 très dur. C'est pour ça que les athlètes de haut niveau ont du mal à coacher et à avoir des résultats avec leurs élèves, parce que c'est trop dur de juste avec un message vocal ou comme ça de coacher. Donc en fait, à un certain degré de niveau, si t'es pas un très bon athlète, c'est très dur de coacher. En plus, voilà. Pour moi, si je voulais faire de la planche, je le ferais en présentiel, tu vois. Si je voulais me faire coacher en planche, je le ferais avec un athlète avec moi sur le terrain qui m'explique les trucs. Parce que juste recevoir un message vocal, je suis en mode bah chiant. Donc, C'est pas pour pareil. ça. Ouais, voilà. En fait, j'ai toujours coaché à hauteur de ce que je maîtrisais. Genre, bah, comme je t'ai dit, quand j'ai débuté, que j'avais pas de niveau, bah, je coachais sur, handstand, back lever, renfo, L-sit, exo et cetera. Plus j'ai évolué, plus j'ai compris que moi, ce qui m'animait, c'est muscle up, handstand push-up, front lever. Comme j'ai réussi à le débloquer pour moi, bah, j'ai essayé de développer une méthode. Cette méthode, j'ai testé sur des élèves. Elle a marché sur tous mes élèves. Je fais: «Bah, vas-y, je la peaufine, je l'améliore». Bah, du coup, je coach que sur ça parce que ça marche sur moi, ça marche sur mes élèves. Ils ont des résultats. Comme je t'ai dit, mon 70-30, socialement, je comprends mes élèves de mieux en mieux et je suis pas pour autant un athlète, tu vois? J'ai pas attendu, d'avoir ma full planche avant de coacher sur le handstand. J'ai pas attendu d'avoir, 10 000 handstand push-up avant de coacher sur mes handstand push-up. Au contraire, plus vite j'ai coaché sur les handstand push-up, alors que j'en avais peut-être que 2-3, plus vite j'ai compris, plus vite j'ai appris. C'est un cercle vertueux en fait, et plus tu mets en pratique, plus vite tu peux devenir un meilleur coach. Si j'avais attendu mon niveau actuel pour être coach, j'aurais jamais créé TenX Academy, ça m'aurait pris genre 3 ans en plus pour pouvoir en vivre et ça aurait été chaotique. Donc lancez-vous le plus tôt possible, même avec un très petit niveau. Ça, même, tu vois, avec des coachings vraiment gratuits, pas cher. Tu vois, j'ai commencé gratuitement à 50 euros. C'est rien du tout. Donc, faut y aller le plus tôt possible. Ouais, faut coacher. Je vais continuer avec une autre question pour rester du coup sur le coaching. Vas-y. Est-ce que tu penses qu'il faut forcément avoir fait un BPGEPS, un CQP, une licence ou d'autres types de diplômes similaires?
pour pouvoir coacher, notamment en street Mmh. workout, en calisthénie? Ouais. Non, non, non. En vrai, je pense que bon, je vais te donner mon exemple. En BPGEPS, on était, je sais pas, 30 dans ma classe. J'ai été le seul parmi les 30 à réussir mon diplôme sans aucun rattrapage. Bon, ça veut pas dire que tout le monde est nul, mais genre sur les 30, je pense qu'il y en a 25, je sais pas ce qu'ils foutaient là. Vraiment, je sais pas ce qu'ils foutaient dans la classe, ils avaient pas de projet, rien du tout. Ils ont quand même eu le diplôme et c'est des coachs de merde, tu vois? J'en suis sûr. Mmh. Et maintenant, je prends 10 athlètes, il y en a 9 qui sont trop passionnés, qui ont ce truc de coach en eux et qui ont pas le BPJEPS, mais en fait, ils vont être meilleurs que les BPJEPS, qui sortent, et qui ont rien du tout, et qui veulent et qui pensent à tout prix: «Ouais, j'ai un diplôme, c'est bon, je suis trop bien», mais en fait, ils ont rien mis en pratique. Alors qu'un mec, justement, comme je t'ai dit, qui a coaché le plus tôt possible et qui a mis en pratique tout le temps ce qu'il a appris, bah, en fait, il va être 2 fois meilleur que le mec qui sort de son diplôme ou de 3 ans de STAPS ou d'un master de STAPS à être resté assis pendant 5 ans, tu vois? L'action remplace, la réflexion. Pour moi, c'est quasiment sûr. Donc, non, si vous avez pas de diplôme, en plus, il y a un flou juridique, où tu peux Mmh. coacher en ligne sans diplôme. Il y a pas de normes, c'est pas du coaching présentiel, vraiment, donc tu peux y aller, les yeux fermés, vraiment, c'est hyper simple. Très bien, bah écoute, je te remercie. On a fait ce tour de la partie des présentations. On Mmh. va partir sur les questions rapides. J'ai quelques questions sport et un petit peu plus légères, comme je te disais en off. Et après, on fera un Vas-y. petit peu une rétrospective de 2018 à aujourd'hui. OK. Euh, Bah, moi aussi. Est-ce que tu es prêt pour ces questions rapides? Allez, rapidos. Faut pas que je développe trop, du coup? Tu peux développer si tu veux, mais le but c'est Vas-y, je qu'on reste, réponde un petit peu plus au tac au tac. Prochaine fois, j'aurai un vas-y. chrono dans le prochain podcast. Quel est le move que tu trouves le plus impressionnant? Hem, En vrai, la full planche sur les doigts, à chaque fois, elle me fait un petit truc. Je dis: «Putain, c'est» ouais, full planche doigt. Très bien. Heu, Est-ce qu'il y a une habitude qui a changé ta vie? Investir, dans des formations et des coachings, en vrai, ça a changé ma vie. J'ai investi, je Heu, sais pas, 10 000 €, c'était le gros déclic, et je continuerai à ça investir tout le temps, ouais. ça t'a beaucoup aidé. Ouais. Très bien. Tu préfères coacher des gens ou t'entraîner? M'entraîner. Tu préfères la full planche ou le front lever? Full planche. Full planche. Ouais. Hem, Plutôt entraînement solo ou en équipe, en groupe? Solo. Si tu pouvais organiser un événement de street workout n'importe où dans le monde, ce serait où? Ça serait dans ma petite ville, de 16 000 habitants à La Flèche, dans le parc, que j'ai construit avec la mairie. La Flèche, très bien. La Flèche. Heu, tu as 3 mois sans responsabilité, tu pars où? Je sais pas, à Bali. Ouais, je pense à Bali en ce moment. Est-ce que tu as un livre ou un podcast, qui t'a marqué récemment? Ouais, en ce moment, je suis à fond, spiritualité. Donc j'ai lu un livre qui s'appelle, «Rompre avec soi-même» du docteur Joe Dispenza, qui m'a fait découvrir, le monde, un peu spirituel, métaphysique, et depuis, ça a changé, pas mal de choses dans mon sport, dans mon business, tout a évolué. Donc ouais, et niveau podcast, les podcasts de Sacha Lane, s'il y en a qui veulent, découvrir, qui parlent de spiritualité, métaphysique, très intéressant. Donc allez jeter un œil. Très bien, muscle up ou handstand? Handstand push-up? Heu, il est dur lui. En vrai, muscle up, à Muscle up, contrecœur. très bien. Si t'étais pas dans le si t'étais pas coach sportif, tu ferais quoi? Je ferais des vidéos, je ferais des vidéos, je pense. Je serais vidéaste, mais sans être coach. Je ferais juste des vidéos. Très bien. C'est quoi ta musique ou ton style de musique, du moment? Là, je suis rap FR en ce moment, j'écoute pas mal de rap, j'aime bien. J'écoute de tout, mais là, Ra en ce moment, rap, ouais. Rap FR. C'est quoi ton plat favori? Les omelettes, avocat.
simple, tous les efficace, midis. protéines, oméga Omelette 3. avocat, c'est tout. Et pour finir sur cette dernière question, c'est quel athlète qui... Non, c'est quoi ton top 3 des athlètes qui t'inspirent le plus? Mmh. Alors visuellement, il y a Ilyes, je trouve ça trop propre, magnifique. J'adore, ce qu'il fait en termes de propreté de mouvement. Hem, Putain, je sais pas. Il n'y en a pas tant que ça. Si, du côté endurance, Flo Marek, ça a été un peu, une inspiration, dans le sport et business. Et bah, Alexis Jengen également, mon coach, qui a gagné là ces championnats. Donc plus côté endurance. Mais côté statique, ouais, Ilyes, c'est visuellement, c'est vraiment celui qui m'impressionne, qui m'a impressionné le plus. Très bien, très bien. Bon, on a fait le tour de ces questions rapides. C'était très rapide. Je Parfait. pense que tu es l'invité qui a, sur les 23 ou 24 épisodes, qui a répondu le plus vite à toutes les questions. Euh, Vamos, let's go. Nouveau record battu. Très bien. Bah écoute, on va partir sur cette dernière partie. Ouais, Le retour en arrière, un petit peu la rétrospective. Je me suis basé sur ton Instagram en 2018. J'ai noté, j'ai vu des publications où tu faisais du piano et je vois à l'arrière un il est là. piano dans ton décor. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce propos? Piano, c'est un peu comme la calisthénie, j'en ai fait en école, quand j'avais 11 ans. J'en ai fait pendant 1 an et en fait, je détestais en fait, moi, c'est pour ça que je pense que je suis entrepreneur aujourd'hui, je déteste l'autorité. J'aime pas qu'on me dise quoi faire, j'aime pas qu'on me dise les choses. J'ai du mal à gérer ça et du coup, le piano, j'avais le seum parce que j'adorais l'instrument, mais j'aimais pas les cours. On me disait: «Ah, tu ce morceau-là», je dis: «Non, moi, je veux apprendre, j'ai envie d'apprendre Interstellar et Pirates des Caraïbes, en fait, vous me faites chier». Et du coup, bah, j'ai arrêté le piano à cause de ça, ça me saoulait et j'ai appris, Interstellar et Pirates des Caraïbes, quand j'étais au collège, j'ai trop kiffé. Donc avec le piano de mon grand frère et en fait, j'en ai joué tout le temps, mais en autodidacte. Tu sais, je regarde, comment tuto, jouer ça sur le piano, puis tu essaies de refaire les lettres, les trucs et petit à petit, bah, j'ai affiné mon truc et celui-là, bah, justement, c'est le mien. Je l'ai eu, à mon anniversaire il y a 2 mois. Donc c'est mon vrai premier piano, à moi. Donc ça fait, ouais, plus de 10 ans que j'en fais. Plus de 10 ans, en autodidacte, donc vraiment par phase. Des fois, ça me prend 3 mois, après j'arrête, puis je reprends. Mais petit kiff musical, je kiffe le piano. Très bien. En 2019, j'ai noté sur une de tes publis, tu dis que tu passes ton premier salto arrière. Mmh. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur ça? C'était du parcours? C'était du tricking? Du Qu'est-ce que tracking, tu peux nous dire? Du du tricking. gymnastique. Non, en fait, quand j'ai commencé, du coup, il y a 6 ans, plus de 6 ans, en fait, le gars qui m'a permis de découvrir la calisthénie, on s'entraînait du coup, bah, dans mon parc à la Flèche. Il n'y avait pas le parc encore à l'époque, mais il y avait une barre de traction et en fait, en y allant un petit peu tous les jours, donc après le lycée, ma routine, c'était d'aller, faire, des tentatives de muscle up, no rep, genre, sur cette barre et en fait, j'ai rencontré un groupe de jeunes qui avaient, 1 an, 2 ans de moins que moi, qui eux faisaient des saltos, des acrobaties, ils faisaient que ça. Donc en fait, ils me voyaient faire la calisthénie, eux ils faisaient du parcours acrobatie et en fait, on a juste switch. Donc eux testaient les muscle up et moi je testais avec eux le salto arrière et je l'ai débloqué. En fait, j'ai une détente innée de fou et ils m'ont dit: «Mais en fait, t'es trop fort, teste-le» et du coup, bah, j'ai réussi à le passer en 2 jours, au sol parce que j'avais une détente de fou furieux. Mais en fait, j'ai jamais réussi à maintenir le truc. J'avais vraiment, trop peur. C'est pour ça qu'en agilité, je suis nul et j'ai juste fait des saltos et en fait, je m'amusais avec eux de leur dire: «C'est la saison des saltos» et en fait, dès qu'il faisait beau, bah, je faisais un salto par an. Donc en fait, depuis 2019, je fais des saltos arrière, mais que l'été. Tu vois, là, on est en mois de juin, j'ai peut-être recommencé à en faire, en faire là. Et à chaque fois, je réapprends le truc parce que j'ai toujours peur. Je sais que je l'ai en moi, mais j'ai trop peur, donc je réapprends. Et puis, je sais que j'arrêterai dans 2 mois. Donc, c'est ma petite saison acrobatie dans l'année. Très bien. En 2020, j'ai noté un peu plus de choses. J'ai noté Ouais. le début un peu du handstand, du front lever, le transfo challenge aussi, Mm. et le défi quarantaine de pompes d'Helio qui Ah, avait bien marché à l'époque du Covid. Et de j'ai ouf. noté aussi basket. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu de cette année 2020 pour toi? Ah ouais, 2020, ça a été vraiment mon année, ma première vraie année calisthénie. J'ai fait quasiment que ça. Vraiment, comme je te dis, il y avait le Covid. J'ai vraiment. Puis, première, un petit peu début d'entrepreneuriat, parce que c'est là où je commençais à faire mes vidéos YouTube. Si on va sur ma chaîne YouTube, et au plus bas, c'est mes vidéos Transformation Challenge d'Eric Flag.
Et en fait, je découvre tout ça, le montage, je crée un e-book. J'étais vraiment dans ce côté entrepreneuriat depuis, 5 ans, en fait, et sans ambition d'en vivre, mais vraiment création. Comme je te dis, j'adore créer, donc je créais, je créais, je créais et puis j'adorais ça. Donc ouais, vraiment une année de folie. J'ai trop kiffé et ça m'a trop, c'est vraiment ce qui m'a ancré dans le diplôme et c'était ma première pierre à l'édifice de l'entrepreneuriat, de mes projets actuels. C'est vraiment, ouais, le lancement de tout et le basket parce que j'ai des potes qui faisaient du basket et puis je jouais avec eux, mais j'en faisais pas du tout. Vraiment, j'y allais juste de temps en temps. Très bien. L'année 2020, j'ai noté le Rasso de Le Mans. Ah ouais, ouais, Le Mans, 1er assaut que je vais voir de ma vie. Donc première fois que je vois des full planches, des front levers de mes propres yeux. Donc c'était là où j'étais encore, juvénile, je connaissais rien, tu vois? Et c'est là où je commence justement, j'ai découvert Matt là-bas, c'est la première fois qu'on se voit. Et au début, bah, moi je le voyais en tant que dieu ultime, de la calisthénie à SWA, j'étais en mode: «Waouh, c'est trop fort!» Et je découvre ça et en fait, oui, c'est vrai que c'était ma première compétition parce qu'avec mon pote, on a participé sans le vouloir parce qu'il manquait 2 participants. Donc on a fait le round où j'ai fait une montée en force sur une barre haute et je suis tombé parce que j'avais pas de force. Il manquait le il manquait le maître mot de la figure et du coup, je suis tombé et ça a été première expérience. J'ai pas du tout aimé parce que j'avais pas de niveau comparé à ceux qui avaient full planche. Moi, je faisais des tucks, des demi-tucks pull-up. Mais non, c'était cool. Donc première fois que je vois ça et ça a été un peu, ouais, visuellement impressionnant. Très bien. De 2022, j'ai noté ta visite à Beast of the Bars. Mmh. Qu'est-ce que ça t'évoque? Ouais, ça a été, voyage en c'est 2022? 2022? J'ai La noté Suède? 2022, ouais, Ah ouais, 2022. peut-être. Ah ouais, peut-être fin 2022. On est allé en Suède, Suède avec, Matt. Du coup, on est allé ensemble, on a pris l'avion et tout. Et 1er voyage, ah non, je pense que c'est 2023 parce qu'on a fait le FIBO avant. Donc 2023. Ah, ouais. partons sur le FIBO alors. Partons sur le FIBO. Ouais, on avait le FIBO, c'est mon premier er truc à l'international. Donc on est parti en voiture avec, on était 3. Donc première fois que je voyais Matt vraiment, quand j'étais rentré dans la team, SWA. On allait au FIBO, ouais, 3 4 jours et truc de fou. Pareil, je vois le niveau international, je découvre un univers que je connaissais pas, des athlètes que je connaissais pas. Je vois Ristov, je vois des trucs comme ça, je suis en mode: «Putain, truc de fou» et moi je suis encore le gamin qui découvre ça donc je suis trop hypé, le week-end de fou. Puis c'est dans un, pour ceux qui ont pas fait le FIBO, c'est un gros, complexe de sportif en fait de 2 jours, c'est un gros événement pour, comment tu appelles ça? Un Pour espace fitness, tous les sports de de force, de fitness ouais, de voilà, manière tu as tout, générale. c'est un expo de fitness en gros et c'est vraiment impressionnant, c'est très, très, très grand et du coup, tu En as vraiment Allemagne, un, si je dis ouais, pas de bêtises. c'est ça. C'était à Cologne en Allemagne et j'ai trop kiffé. Week-end de folie qui nous amène du coup, en Suède, donc fin année 2023. Où ça pareil, on est resté genre 3 jours, mais week-end de fou. Bah, déjà on découvre la ville, première fois que je pars aussi loin tout seul. C'était vraiment plein de déblocages en fait, où je me dis: «Ces voyages-là en fait, c'était vraiment la concrétisation que mes projets que je fais sur YouTube, ça m'amène à là». Parce que si j'avais pas été sur YouTube, Matt il m'aurait jamais vu, on n'aurait jamais sympathisé, il m'aurait jamais invité, pour que je puisse aller en Suède. Donc c'était vraiment des micro victoires à chaque fois de: «Putain, ce que j'entreprends ça marche», même si je gagne pas d'argent et j'en ai pas gagné pendant 2 3 ans. En fait, j'avais ces petits trucs-là de vie et en fait, j'étais autant heureux quand j'avais pas d'argent que maintenant que j'en ai un peu plus, tu vois? Parce que je faisais plein de trucs, je bougeais de partout, j'étais trop heureux. Vraiment, pour moi, j'ai trop kiffé, toutes mes années, tu vois? À chaque fois, je finissais les années, j'étais en mode: «C'est la meilleure année de ma vie» et ça fait que à chaque fois d'être les meilleures années de ma vie donc 2025 pour l'instant, ça passe très bien donc je suis assez content, ouais. Très bien, bah, ça nous amène pour rester sur 2023, si je ne me trompe pas, encore une fois, c'était le Rasso de Annecy aussi, j'ai noté que tu y avais Ouais, participé. ouais, à Annecy, ah putain, ça c'était, quelque chose, j'avais trop envie d'y aller. J'avais vraiment envie d'y aller mais j'avais pas de trop de budget et justement comme j'avais pas de thunes, mais en fait, j'ai mis un matelas dans ma voiture et je suis parti, vraiment en mode: «Bon, bah, je pars là-bas, je sais pas ce que je fais, je sais pas quand je reviens, mais je pars». Vraiment, et du coup, j'ai dormi en plein milieu et puis c'était en plein milieu d'une canicule. Du coup, 40 degrés dans la voiture, je peux te dire que j'ai pas dormi et là-bas, en fait, on m'a invité dans un camping. J'ai dormi avec des gens, j'ai rencontré du monde, j'ai vu du coup les Neo Strengths là pour la première fois, de ma vie. Tu vois ça en vrai, tu es en mode: «Putain,
truc de fou, il y avait 100 personnes, 100 mecs torse-poil. Je peux dire qu'en mode testo, c'est là où j'ai commencé à en avoir, tu vois? Donc je suis resté une semaine à Annecy, la ville coup de cœur, j'ai trop aimé ce séjour, c'est trop, trop bien. Ouais, 2023, ça a été vraiment le début de mes connaissances, en calisthénie qui se développent, où je commence vraiment à comprendre, ce qui se passe, à haut niveau, les enjeux du sport et cetera. C'est vraiment là, je prends en maturité de fou dans cette année, ouais, trop content, de ça. Très bien, bah, ça nous amène sur 2024, toujours en Mmh. Rasso. J'ai noté que tu avais participé au Rasso de SW Pays de la Loire. Ouais, à Machecoul, à Nantes. Ouais, rasso, il y avait pas mal de monde dans un gymnase. C'était un rasso beaucoup plus simple sur une journée, une après-midi, mais toujours le kiff. Rasso comme ça, c'est vraiment là où tu vois le côté bienveillant du sport, où t'envoies un tu un message et tu as des gens qui vont venir. Mais à l'inverse également, ce côté très, je veux dire, très, simpliste où le sport est encore à ses débuts. Ça faisait pas en fait, ça fait pas, sport comme je t'ai dit, pris par un entrepreneur qui crée des vrais événements. C'est encore événement, je trouve, très simpliste que tout le monde peut faire en un claquement de doigts. Ce qui est très bien comme ça, parce que ça permet de rassembler, les gens se voient. Mais Bien pour sûr. 80 des gens qui connaissent pas, bah, qui font du sport genre près de Nantes, en Pays de la Loire, ils ont pas eu connaissance de ce rasso, tu vois? Il y a vraiment un truc à faire avec les événements, les séminaires, trucs comme ça qui est à faire, mais là, c'était trop bien, c'était une petite journée tranquillou, j'ai kiffé. Très bien. Bah écoute, ça nous amène sur l'année en cours. On a la moitié de l'année là qui est Mmh. presque arrivée. On est en début juin. C'était quoi ce début juin, ce début d'année pour toi, mis à part la Thaïlande? Début d'année, bah, en vrai, ça a été, plein de trucs. Le gros truc, que j'ai eu, c'était tout le côté un peu, spiritualité et méditation. C'est tout con, mais moi, ça m'a fait un gros déblocage de vie, que ce soit dans le sport et dans, et dans le business. Je pense que le deuxième truc qui va se passer, c'est un peu le changement d'identité. D'être sorti un petit peu de ce côté que figure statique et d'aller voir ailleurs, de plus me recentrer sur moi-même. Ça a été le business qui marche. Mon 1er mois, plus de 5 000 €, plus de 20 élèves, Tenix Academy qui monte en puissance, ce côté business vraiment qui prend de l'ampleur. Ouais, 2025, c'est vraiment le début en fait de mon ascension, de ma vraie ascension. Je pense que de 2018 à 2024, ça a été un peu l'échauffement, le warm-up et là, c'est un vrai décollage, tu vois? C'est vraiment OK, là, je commence à vivre, je commence à vraiment être plus ambitieux, enlever des croyances et puis faire, un peu ce que j'ai vraiment envie de faire. Très bien ce début 2025. Là, t'es lancé sur les rails du coup pour peut-être devenir un futur Eric Flag ou un futur Chris Heria. Ouais, je sais 2000 pas trop, je sais pas si c'est l'objectif, mais au moins être un 1er Lucas Gillemier, je pense. Très bien. Et du coup, bah pour finir là-dessus, futur, là, comment tu te projettes sur cette fin d'année, année prochaine, peut-être plus loin, ou peut-être Mmh pas? mh. Bah, en vrai, il y a plein de, possibilités. En fait, là, j'ai réussi ce que je voulais, donc vivre de la calisthénie, devenir une petite référence à petite échelle, tu vois? Je pense que j'ai réussi à créer ce que je voulais créer. Maintenant, c'est savoir ce que je veux et c'est là où, du coup, la méditation rentre en jeu et vraiment ce côté, introspectif, c'est ne pas me perdre dans ce que je fais, ne pas me créer une prison, ne pas se créer quelque chose de faux. Comme je dis, par rapport à ce qui s'est passé, genre, 1 an d'entraînement full planche, alors que c'est pas forcément ce que je voulais. Mais en fait, ça peut être pareil dans le business. Tu peux être à fond en mode: «Ah, je vais être libre financièrement, je vais être libre géographiquement» et une fois que tu l'es, bah, tu te dis: «Merde, en fait, j'ai tout mais je suis pas heureux». Moi, j'ai envie d'être heureux maintenant et de rester heureux même quand j'aurai tout et ce travail-là, bah, il se fait par beaucoup d'introspection. Donc c'est vraiment le point clé, quitte à que j'évolue pas dans le business et que j'évolue pas sur les réseaux. J'ai envie vraiment de me connaître avant tout, de vraiment prendre le temps de souffler justement comme on a fait en Thaïlande, de souffler, de prendre du temps, de profiter de ce que j'ai déjà construit et de faire comme une pyramide, tu vois? Ma fondation est hyper solide et derrière peut-être, fin 2025-2026, bah, aller chercher, les 10 000 € de chiffre d'affaires, commencer à TX Academy, chercher à déléguer avec des nouveaux coachs, à construire une entreprise, devenir CEO, tu vois, d'un truc. C'est quelque chose que j'avais pas du tout envisagé à l'époque. Je suis en train de réfléchir et à me dire: «Putain, en fait, je peux vraiment construire quelque chose de grand et que si j'arrive à pas me cramer, bah, en fait, je peux vraiment kiffer». Créer des expériences aussi, à créer des séminaires, créer des week-ends dans la vraie vie, comparé à que du en ligne. Je pense que mon objectif à long terme, c'est me sortir de mon ordinateur, sortir du en ligne et voir les gens. Tu vois, ce week-end, quand j'étais en compète, j'ai vu plein de coachs. J'ai un abonné qui est venu, qui m'a offert un cadeau là que j'ai mis, dans mon décor.
Genre, c'est vraiment ça que je viens chercher. Donc, si j'arrive à vraiment créer une fondation avec Tenix Academy, avec le coaching et créer un truc solide, un vrai business, bah, derrière, je peux créer plein d'expériences, je peux rencontrer du monde, moi-même partager mon expérience pour les futurs coachs, parce que je vois qu'il y a plein de coachs qui se lancent, à qui j'échange énormément, qui font exactement les mêmes erreurs que j'ai fait, mais bon, c'est normal, tu vois. Donc, j'ai envie de vraiment, c'est vrai que de l'humain, me connaître moi et découvrir les humains dans les prochaines années, sans me cramer, sans vouloir gagner plus, sans me la péter, sans changer qui je suis vraiment et sans me perdre. Voilà, c'est ça ma conclusion. Bah, je te remercie, c'est un très joli mot de la fin. Bah, on approche la fin de cet épisode. Merci à toi d'avoir joué le jeu, d'avoir participé, répondu à toutes ces questions. C'était un plaisir en tout cas pour moi bah, de faire connaissance parce qu'on n'avait jamais eu l'occasion Mmh. de discuter. Donc je suis très content d'avoir pu discuter avec toi là pendant à peu près, ouais, ça fait à peu près 1 heure au total, un petit peu Ah plus. ouais, on a pas mal, Ouais, pas un mal petit peu débité. plus d'1 heure en trois audios avec tous les bugs. Euh, pour finir, qui est-ce que tu aimerais voir venir discuter ici sur le podcast de Flow Sport Equipment? Waouh, je sais pas. Qui vraiment, La question déjà eu colle. Matt. Je pensais à Matt. En Ouais, vrai, j'ai non, déjà eu Matt, ouais. j'ai pas trop de personnes. Je pense que tu les verras, avant moi, D'accord, très bien. Bah, peut-être un épisode 2 avec toi dans 1 an ou 2 ou ouais, 3, je ne carrément. sais pas. Très bien. Pour conclure, est-ce que tu as un mot à passer à quelqu'un en particulier ou à la communauté? Bah, non, franchement, j'espère, moi, mon objectif là, actuellement, à court terme, c'est de démocratiser un petit peu le coaching en calisthénie, tu vois? Là, il y a Tennis Academy, mais comme j'ai dit, il y a plein de coachs qui se lancent, et de montrer que c'est pas un sport, où, tout seul, on peut y arriver. Justement, le coaching est hyper accessible, super simple et ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment le truc que j'ai envie de partager le plus et de montrer justement que ça existe et que comme dans les autres sports, c'est possible. Donc ça, c'est vraiment le message que je veux faire passer, de pas avoir peur ou du moins d'aller s'informer sur ça et non, après, ouais, faites attention à ce que vous voyez sur les réseaux, recentrez-vous sur vous-même. Je pense que la base clé du sport, on est tellement, libre de faire ce qu'on veut que des fois on se perd donc faut un peu se recentrer et voir réellement ce qui nous fait kiffer et pas vouloir faire ce qu'on voit sur les réseaux à tout prix parce que c'est ce qui est bien et c'est ce qu'on a envie de poster pour que les gens nous acclament. Non, essayez de reprendre du recul et écoutez-vous. Donc voilà, ce serait mon message, que je voulais faire passer. Très bien, merci à tous si vous êtes arrivés jusqu'au bout de cet épisode. Lucas, quel mot les gens devraient mettre en commentaire à la YouTube ou sur Spotify s'ils sont arrivés jusqu'ici, jusqu'au bout de cet épisode? Heu, il devrait mettre, Bamos. Je fais que dire Bamos en ce Vamos, moment parce qu'elle ouais, Bamos avec Nadal qui est parti, de Roland Garros. Bamos, la, la fameuse retraite. fameuse Très retraite. bien, bah n'hésitez pas à écrire Bamos en commentaire si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cet épisode. Merci à toi, Lucas. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur la boutique, le petit instant pub de Flow Sport Equipment, textile de très haute qualité pour les athlètes de street workout et de fitness à l'île de la Réunion et aussi des parallettes artisanales et personnalisables à l'île de la Réunion. Tout simplement, Trop voilà, et on bien. organise des événements et des compètes, deuxième édition de compètes fin d'année qui arrive et d'autres projets, donc allez faire un tour. Allez vous abonner aussi au réseau de Lucas. Je ne l'ai pas dit au début de cet épisode, mais allez vous abonner au réseau de Lucas, Lucas JLM, de toute façon c'est en description. Tenix Academy aussi, si vous voulez être coaché. Vous avez le retour de l'expert. Sur ce, ben, bonne soirée, bons entraînements, bonne journée et à très vite. Merci Ciao, Arthur. Salut tout le monde. salut, ciao.